Merci, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, plutôt que de faire une conférence comme je le fais d'habitude, où moi seul je parle, puisque nous sommes dans le cadre de la fureur de lire, j'aimerais qu'il y ait aussi un échange, un dialogue. J'espère que vous aurez des questions à poser. Mais tout d'abord, parlons juste des genres littéraires. Romans policiers, récits historiques, biographies, autobiographies, poésie. Bref, la variété est immense et vous savez que dans une librairie, il y a de nombreux thèmes, de nombreux sujets, de nombreuses catégories. Lorsque j'ai un livre dans les mains, je me pose très souvent la question, je ne sais pas si c'est pour vous le cas, c'est qu'est-ce qui a poussé l'auteur à traiter de tel et tel sujet, de tel et tel thème, et comment est-ce qu'il s'y est pris pour l'écrire? Est-ce que ça a été écrit en quelques semaines, de manière très rapide, très fluide? Est-ce qu'il a mis plusieurs mois, voire plusieurs années avant de pouvoir publier son ouvrage? Bref, c'est des questions que je me pose régulièrement. Et dans mon cas, par exemple, eh bien, le livre que vous avez sous les yeux peut-être et que je vais présenter aujourd'hui, j'ai mis 45 ans pour l'écrire. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai commencé la rédaction avant même que je commence l'université. J'avais 19 ans à l'époque. Et je l'ai terminé en 2017, lorsque j'ai remis le manuscrit à la Fondation Barbier-Muller. Donc, j'ai eu le temps de le travailler et je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris et pourquoi ça a mis autant de temps. Pour écrire un livre, il faut d'abord aimer écrire. Ça, c'est la toute première chose. Et j'ai conservé chez moi, dans mes armoires, quelques recueils que j'avais écrits quand j'étais adolescent. Entre 11 et 15 ans, mes parents voyageaient beaucoup, je les suivais, et j'avais le plaisir d'écrire le récit de mes vacances et de mes voyages lorsque on rentrait à la maison. Et donc, c'est resté dans un tiroir, c'est toujours accessible d'ailleurs. Donc, ce qui vous montre que ce plaisir d'écrire, d'aligner des mots les uns derrière les autres, ça me tient depuis très très longtemps. Et durant ma carrière professionnelle comme archéologue et comme ethnologue, très souvent on me demandait d'écrire des articles pour des catalogues d'exposition, des articles scientifiques dans diverses revues, quelquefois collaboration avec des livres de vulgarisation sur des thèmes scientifiques ou des livres scolaires. J'ai participé à plusieurs livres scolaires aussi. Bref, c'était assez hétéroclite, c'est ce que j'ai écrit durant mon existence, mais disons, ça a toujours été le même plaisir. Cette fois-ci, donc, pour le livre que je présente aujourd'hui, c'est une histoire que je peux vous résumer très rapidement, très brièvement. Lorsque j'avais 13 ans, j'ai commencé à entretenir une correspondance avec un jeune Ivoirien que je ne connaissais pas du tout. Et donc, à l'époque, dans les années 1960, beaucoup d'adolescents cherchaient des correspondants dans des pays exotiques pour échanger des timbres-poste, des cartes postales, des photos de famille. Bref, c'était, disons, le plaisir d'échanger et d'essayer de connaître un petit peu l'autre. Habituellement, ces correspondances ne durent que quelques mois et finissent rapidement par s'interrompre. Dans mon cas, mon correspondant que j'ai connu à 13 ans, qui s'appelait Dieudonné, notre correspondance a duré 50 ans exactement, jusqu'au décès de mon ami. Donc cette correspondance a débuté par quelques années, et puis à l'âge de 19 ans, avant d'entreprendre mes études universitaires, j'ai décidé d'aller le rencontrer, et j'ai sac au dos, je suis parti en autostop depuis Genève, je me souviens très bien de ce jour-là, jusqu'à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Et j'ai rencontré donc pour la première fois ce correspondant. Il m'a accueilli chez lui pendant plusieurs mois. J'ai même enseigné dans une école africaine, j'ai enseigné le français pour pouvoir survivre, pour gagner ma vie, pour pouvoir rester plusieurs mois. Et un jour, il me dit « J'ai l'habitude de me rendre dans mon village natal une fois par année pour rencontrer le reste de ma famille. » Parce que lui habitait en ville alors que sa famille habitait en brousse, comme il disait. Et donc, nous voilà partis un matin, très tôt, et il me dit « Il faut absolument qu'on arrive à Vavois avant la tombée de la nuit,
parce qu'il n'y a qu'un seul bus par semaine qui se rend au village, et si on rate le bus, eh bien, on est obligé d'attendre une semaine. Alors, je vais vous montrer les premières images de ce périple. La carte de la Côte d'Ivoire avec la capitale Abidjan qui se trouve là. Et le village qui me concernait ici se trouve entre deux fleuves, le fleuve Lobo et Dé. C'est un petit territoire qui comprend 13 villages et le groupe ethnique s'appelle les Kouya. C'est une des 66 ethnies de la Côte d'Ivoire, la plus petite probablement et la moins connue. Et donc nous voilà arrivés jusqu'à Vavoua avec le bus et donc pour arriver au village, il fallait encore faire 20 km en taxi-brousse dans des conditions assez pittoresques. Voilà l'arrivée au village, l'image que l'on a, donc une piste en terre qui a été construite seulement en 1958, donc ça ce qui signifie que jusque-là, les gens allaient à pied depuis le village jusqu'à la ville voisine s'ils voulaient se ravitailler et prendre un véhicule pour aller en ville. Et donc à l'époque, une forêt dense, forêt tropicale, tout à fait caractéristique de la Côte d'Ivoire. Voilà la toute première photo que j'ai faite en arrivant au village, des enfants qui n'avaient jamais vu d'hommes blancs. J'ai appris plus tard que même les adultes m'ont dit que j'étais le premier blanc à m'arrêter dans le village, que quelquefois des missionnaires avaient passé tout droit sans s'arrêter, mais que c'est la première fois qu'ils pouvaient parler, discuter avec un Européen. Et voilà, donc ce premier séjour a été un choc pour moi, et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y retourne régulièrement pour entretenir ces relations. L'année suivante, je suis retourné pour faire un reportage photo. Vous voyez là juste 2 portraits de ces habitants que j'ai fait donc l'année suivante, à l'âge de 20 ans. Et puis, j'y suis retourné régulièrement jusqu'en 1998, le dernier voyage régulier, je dirais, jusqu'au coup d'État militaire, le premier coup d'État en 1999, qui a perturbé complètement la vie politique, économique et sociale du pays. Juste un mot, ces gens vivent de cacao et de café, c'est la production numéro 1. Le 100% des hommes dans ces villages sont des planteurs de cacao. Et pour les femmes qui s'occupent des cultures vivrières uniquement, donc qui fait vivre la famille, là des femmes dans les champs d'arachide, donc une femme qui prépare donc de la pâte d'arachide pour les sauces notamment. L'amer constat que j'ai pu faire en 1998 déjà, bien vous voyez le même endroit photographié à 25 ans d'écart. Une forêt dense, humide, beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, et puis 25 ans après, les arbres coupés, les broussailles, la sécheresse qui sévit, et donc un changement radical du mode de vie pour ces habitants qui a été assez dramatique et que j'explique dans mon ouvrage. 2016, donc il y a eu une longue interruption entre 2000 et 2010, c'était la guerre civile en Côte d'Ivoire, très difficile d'accéder à l'intérieur du pays. J'y suis retourné 1 ou 2 fois, mais uniquement à Abidjan, de la capitale, et tout le monde déconseillait les touristes de pénétrer à l'intérieur du village parce qu'il y avait trop de risques de se faire tirer dessus. Donc j'ai dû attendre 2016 pour retourner une toute dernière fois, dans le cadre de la rédaction de ce livre. Et voilà, donc on voit la forêt complètement dévastée, des enfants qui doivent aller très loin puiser de l'eau, alors que l'eau était devant la maison il y a encore quelques années. Et donc l'eau est le problème numéro 1 actuellement. La nappe phréatique est de plus en plus basse, la qualité de l'eau diminue de plus en plus. Donc on imagine aussi des conditions de vie de plus en plus difficiles de ces gens. Voilà, c'était juste quelques images pour vous montrer le contexte. Maintenant, j'aimerais que l'on parle un petit peu plutôt de la rédaction de ce livre. Alors, chaque fois que je me rendais dans le village, je prenais des notes et des photographies. Des notes sur simplement des cahiers ou des bouts de papier. Et lorsque je rentrais à la maison, je les mettais, mais je ne les classais même pas, je les déposais dans une boîte archive. Et ainsi, année après année, ces boîtes devenaient de plus en plus lourdes, les notes devenaient de plus en plus abondantes, et j'avais en tête un jour d'écrire un livre. Je ne savais pas quand parce que je n'avais jamais le temps, mais je me disais peut-être qu'un jour j'écrirai un livre.
Et puis, un événement tout à fait inattendu s'est produit en 2015, lorsque je m'occupais des expositions au musée du Lathénium à Neuchâtel. Je préparais une exposition sur la Grande Muraille de Chine, donc qui n'avait rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Et je suis venu ici au musée Barbier-Muller pour chercher quelques objets, parce que je savais que dans la riche collection Barbier-Muller, il y avait des objets qui allaient m'intéresser. Et après cette discussion sur la Chine, Laurence Maté, la directrice de la Fondation, m'a dit « Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la collection que je dirige ici sur les petits peuples méconnus en voie de disparition qui sont menacés ?» Et j'étais tout étonné parce que je n'avais jamais entendu parler de cette collection. Je connaissais bien le musée, mais pas du tout les livres. Et puis, c'est là qu'elle m'a proposé d'écrire un livre sur les Kouyas. Alors, je peux vous dire que dès mon retour à la maison, je crois que le soir même, j'ai réouvert mes boîtes et j'ai regardé un petit peu toutes les notes que j'avais. Et dans les semaines qui ont suivi, je me suis mis derrière mon ordinateur et j'ai recopié l'intégralité de tout ce que j'avais écrit. Peu importe si c'était des choses qui me paraissaient banales ou qui me paraissaient maladroites, j'ai vraiment retranscrit tout ce qui était en notes manuscrites. Et ensuite, je les ai classés par chapitre. Chapitre sur la médecine, un chapitre sur la politique, un chapitre sur l'économie, etc., etc. Et j'ai commencé à faire un premier brouillon général qui comprenait une 60aine de pages. Et puis là, je suis revenu au musée Barbier-Muller pour rediscuter de la publication avec la directrice. Et puis, c'est là qu'elle m'a dit « Mais il faut absolument retourner encore une fois chez les Kouyas parce qu'il manque des photos, il manque du texte, il n'y a pas assez de texte, il manque certains chapitres qui seraient intéressants de compléter. » Et donc, je suis retourné une fois de plus, une dernière fois. Et là, je suis reparti avec le manuscrit sous le bras, une copie papier, des 60 pages, et puis une série de photos que j'ai distribuées aux différents habitants du village, des photos anciennes que j'avais faites il y a très longtemps. Et donc, inutile de dire l'enthousiasme de cette population, non seulement de me voir arriver, mais de savoir que j'allais écrire un livre à leur sujet. Et puis, donc, j'ai complété. J'avais une longue liste de notes que j'avais préparées avant de partir. J'aurais posé des dizaines de questions. Ils ont répondu à toutes mes questions. Et en plus, donc, ils m'ont donné des informations nouvelles que je ne connaissais pas, notamment sur le changement climatique dramatique et sur le changement du mode de vie de ces gens-là. Alors, j'ai dû complètement, disons, réécrire, revoir ce manuscrit pour qu'il soit à jour. Et heureusement, parce que si je n'étais pas retourné en 2016, j'aurais certainement écrit quelques bêtises dans le livre, peut-être, parce que je n'avais pas eu l'occasion de vérifier. Et surtout, je serais parti avec une image de population forestière qui vivait agréablement avec des pluies abondantes, aucun problème de nourriture et d'eau, comme j'avais connu ces gens dans les années 1970. Les choses ont malheureusement depuis passablement changé. Je refais entièrement le manuscrit qui est publié sous la forme actuelle. Alors, quel est l'intérêt de ce livre ethnologique, on peut le dire, par rapport à d'autres livres de ce genre littéraire, je dirais? Eh bien, tout d'abord, c'est cette durée. J'explique la transformation de ces villages sur 45 ans. Puisque je les avais connus et photographiés déjà à l'âge de 19 ans, je me suis dit, mais il faut montrer toute cette évolution, cette transformation d'une société. Et comme j'avais une formation d'archéologue à la base, pour moi, c'était quelque chose de passionnant, parce que de voir 3 générations successives, voir l'évolution d'un village, la transformation de ces villages et de la mentalité des gens, où on voit carrément un changement culturel. Pour un archéologue, c'était passionnant autant que pour un ethnologue. Donc, vous savez que l'archéologue a plutôt tendance à travailler sur la durée. Lorsqu'on étudie les Romains, c'est toujours la période romaine. Lorsqu'on étudie le néolithique, c'est plutôt le néolithique, au moins une partie du néolithique, si ce n'est la totalité du néolithique, donc c'est sur la durée. Alors que l'ethnologue a plutôt tendance à faire des instantanés à un moment donné.
Donc voilà, comme Claude Lévi-Strauss était allé au Brésil dans les années 1930, il a donné un instantané de la vie de ces populations amazoniennes dans les années 30. Les ethnologues qui retournent aujourd'hui en Amazonie ont une toute autre vision et aussi ils rencontrent des populations totalement différentes qui ont beaucoup changé, qui se sont beaucoup transformées en l'espace de 50 ans ou plus. Donc c'était ça, disons, le point original, c'était tout d'abord la durée. Et puis le deuxième point fort, c'est que je me suis rendu compte de cela uniquement très tardivement, dans les années 2015-2016, c'est qu'en me rendant dans les bibliothèques pour chercher des références sur les Kouya, en tapant Kouya peuplade Côte d'Ivoire sur Google, rien ne sortait. Et en fait, on m'a expliqué, des ethnologues africanistes m'ont dit, mais les Kouya de Côte d'Ivoire n'ont jamais fait l'objet d'aucune publication, vous êtes le seul et le premier à l'avoir fait. Donc, d'autant plus que pour moi, c'était important, disons, de publier le plus de choses possible sur cette population, d'autant plus que, suite à cette guerre qu'ils ont vécue dans les années 2000, je crois qu'aujourd'hui, ça serait plus possible de refaire entièrement une étude sur cette population. Donc voilà l'originalité aussi de cette petite peuplade. L'autre chose que j'ai réalisée après coup, c'est de me dire, bon, ici, on a maintenant à disposition un livre de synthèse sur une petite population qui est grande comme le canton de Neuchâtel, pour vous donner une image de la grandeur du territoire Kouya, donc 13 villages seulement. Est-ce que c'est représentatif de la Côte d'Ivoire ou même de l'Afrique de l'Ouest, ou est-ce que c'est quelque chose de très particulier? Eh bien, finalement, je crois que ce que j'ai pu observer, disons, durant toutes ces années, pourrait être facilement retranscrit sur la majorité des petites populations forestières de l'Afrique de l'Ouest ou même de l'Afrique centrale, notamment. Parce que j'y aborde des sujets qui sont fortement d'actualité. Le climat, le changement du climat, par exemple, le problème de l'eau potable, de l'eau courante, je l'évoque beaucoup, le problème de la déforestation et des conséquences. Je n'avais pas réalisé que lorsque j'étais dans le village, pendant des années, je n'ai mangé que de la viande de chasse. Et en 2016, personne ne m'a donné à manger un seul morceau de viande, tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'animaux. Tous avaient disparu avec la forêt. Donc on a mangé du poisson durant tout mon séjour. Et donc ce qui paraît pour un homme de passage comme anecdotique, c'est un changement impressionnant pour ces populations qui doivent carrément changer de régime alimentaire. Et notamment maintenant, ils mangent énormément de maïs, parce que le maïs résiste à la sécheresse, alors que d'autres denrées qui ont besoin de beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'humidité, eh bien, c'est en train de disparaître. Et on peut se poser la question aussi de savoir, le cacao, premier producteur mondial actuellement la Côte d'Ivoire, la production baisse d'année en année à cause de la déforestation. Le cacao a besoin d'ombre pour pousser, pour croître de manière optimale. Et donc, plus on enlève d'arbres, plus il y a du soleil, plus le cacao souffre. Et peut-être on peut penser que dans 10 ans ou dans 15 ans, ils devront changer de monoculture, que le cacao ne sera absolument plus rentable dans ces régions-là. Voilà. Et je me suis aussi intéressé au problème de la propriété privée, par exemple. Dans les années 70, le président Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, qui a été le premier président à partir de 1960, à partir de l'indépendance, disait « La terre appartient à tous, il suffit de l'entretenir et elle est à vous, vous en faites ce que vous voulez. » Et donc, pendant 20-25 ans, tous les Ivoiriens ont profité de cette situation. Donc, il suffisait d'aller dans la forêt, de défricher une petite clairière, on plantait, on entretenait le champ. Lorsque la terre était un peu abîmée, on ouvrait une autre clairière un peu plus loin, on recommençait une nouvelle culture, etc. Tout a parfaitement fonctionné jusque dans les années 80, début des années 90.
Et puis tout à coup, il y a eu, avec la déforestation, le changement climatique, le problème des migrants. Ça aussi, j'en parle dans le livre. Hein, c'est un cas d'actualité brûlant aujourd'hui de parler de migration et de migrants d'Afrique vers l'Europe. Eh bien là, c'est des dizaines de milliers de migrants maliens et burkinabés qui sont descendus au sud suite à la sécheresse dans le Sahel pour chercher du travail. Et aujourd'hui, dans ce territoire Kouya, il y reste à peu près 20 000 personnes attribuées au Kouya, mais il y a effectivement 85 000 personnes qui y vivent. Donc ça veut dire qu'il y a 4 à 5 fois plus d'étrangers parmi les Kouyas que de Kouyas eux-mêmes. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Et là aussi, les problèmes, disons, les tensions sociales, culturelles sont énormes entre ces gens du Nord et puis les populations locales, régionales. Donc ça, c'est aussi un cas que j'ai pu étudier de près. Et donc, à ce moment-là, lorsque les Burkinabés sont arrivés, ils n'avaient pratiquement plus, aujourd'hui, n'ont pratiquement plus de possibilité d'ouvrir de nouvelles terres parce que soit tout est pris, soit tout est stérile suite à la déforestation et puis à la surexploitation du cacao. Alors, ils commencent à acheter des terrains. Donc, ils achètent des terrains aux Kouyas qui les vendent et puis les Kouyas se retrouvent sans ressources. Ils ont besoin d'argent, donc sur le moment, ils sont tout contents de toucher une petite somme d'argent, mais rapidement, ils se retrouvent sans terre et dans une situation encore pire que celle qu'ils connaissaient auparavant. Et maintenant, il y a encore quelques parcs naturels dans ces régions-là, et ces gens vont, disons, squatter les dernières poches de forêt intactes pour pouvoir cultiver du café et du cacao. Donc il y a actuellement, on parle souvent de 80% de la forêt de Côte d'Ivoire qui a été détruite ces 40 dernières années. Là, aujourd'hui, on est tout près de 90% de la forêt détruite en Côte d'Ivoire. Donc on parle beaucoup de l'Amazonie et des dégâts de l'Amazonie. Bien sûr, c'est catastrophique ce qui se passe au Brésil, mais on oublie aussi qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, à une échelle plus réduite, c'est encore pire, puisque 90% a disparu. Et puis je me suis beaucoup intéressé aussi aux femmes, à la condition féminine. Alors, j'ai eu la chance d'avoir, pendant une campagne, mon épouse qui m'a accompagné, où elle a pu enquêter auprès des femmes, ce que je n'aurais pas pu faire, parce que bien sûr, on ne répond pas à un homme comme on répond à une femme. Et donc, elle m'a, disons, fourni pas mal de renseignements. Et puis, en 2016, donc, là, j'ai constaté que les femmes avaient beaucoup changé aussi de mentalité. Elles connaissent maintenant la ville. Elles s'habillent un peu à l'occidental, elles ont même un téléphone portable aujourd'hui, hein, c'est incroyable, ils n'ont pas d'électricité, mais ils ont un téléphone portable. On se demande comment ils le chargent, mais enfin ils se débrouillent toujours pour avoir un téléphone. Donc on peut parler plus facilement avec ces femmes. Et ce qui est encourageant, c'est la scolarisation. J'ai visité pratiquement toutes les classes d'école de ces villages, Kouya. Elles sont bondées d'élèves. Hein. La classe la plus petite avait 65 élèves pour un instituteur. Et ça montait jusqu'à pratiquement 100 élèves dans une seule classe. Donc c'est assez incroyable à voir. Et je pense qu'il y a plus de 50% de filles qui étaient dans ces classes d'école primaire. Alors ça aussi, c'est encourageant de savoir qu'il y a un changement aussi qui s'opère. Et là, jusqu'à maintenant, les femmes étaient extrêmement soumises et n'avaient aucun mot à dire. Et là, peut-être que dans les années qui vont venir, il y aura peut-être un changement de mentalité et peut-être que les femmes vont pouvoir prendre le dessus. C'est d'ailleurs dans les 2 dernières pages de mon livre, je parle de ce renversement de pouvoir aussi, dans l'épilogue, où pour ceux qui s'intéressent à la condition féminine seront peut-être intéressés de connaître mon point de vue à ce sujet-là. Oui, alors pour la déforestation, la grande différence qu'il y a entre le Brésil et la Côte d'Ivoire, du moins dans la région que j'ai étudiée, c'est que l'intérêt, d'abord, ceux qui coupent les arbres, ce ne sont pas les indigènes, bien sûr, ce sont des grandes entreprises forestières qui viennent d'Europe. Donc, dans le cas chez les Kouyas, il y avait une énorme scierie dirigée par des Allemands, et en 20 ans, ils ont carrément enlevé tous les gros arbres. Mais c'est très insidieux, c'est très sournois, je dirais, comme méthode,
Parce que ils ne font pas table rase sur 100 hectares, par exemple, d'un seul coup. Ils enlèvent d'abord les arbres qui ont le plus de valeur. Puis après, ils enlèvent les arbres de moyenne importance. Puis après, ils enlèvent encore les plus petits parce que ça peut être encore rentable. Et quand j'avais 20 ans, quand j'allais chez les Couillas, je voyais défiler des camions, comme vous le décrivez. Ce n'était pas un camion, mais c'était des dizaines de camions chargés d'énormes troncs d'arbres qui partaient au port d'Abidjan, à Vridi, pour l'exportation. Et même à l'époque, moi-même, je ne me rendais absolument pas compte, les touristes ne se rendaient pas compte, et surtout, les indigènes ne se rendaient pas compte. Lorsque je parlais aux Couillas de ce phénomène, ils ont dit, mais on n'a rien vu venir. Tout à coup, on s'est dit, mais notre forêt, elle est où? Elle a disparu, quoi. Et ce n'était pas pour planter du soya comme au Brésil, c'était uniquement pour exploiter du bois. Donc, c'était de la broussaille qui repoussait rapidement, mais il n'y avait pas de culture particulière chez les Couillas. Donc maintenant, puisqu'il n'y a plus de forêt, on fait des rizières, hein, on nettoie, on plante du riz ou du maïs qui résiste encore au soleil. Mais alors que dans le sud, près de Dabou, par exemple, que j'ai visité encore en 2016, c'est des kilomètres de teck et d'EVA. Alors le gouvernement se dit, ah mais vous voyez, on reboise, on a planté des milliers d'arbres, on est très écolo, etc., etc. Mon œil, le teck, c'est un arbre qui pousse très vite et qui a une valeur ajoutée. L'EVA, eh bien, il y a Michelin derrière et les pneumatiques, ça c'est sûr. Et dans 15 ans, 20 ans, on va tout couper pour les revendre à fort prix. Donc c'est vraiment un leurre de dire que « Ah, mais c'est génial, on a replanté, tout va bien. » quoi. Donc ce qu'il faudrait, c'est refaire la forêt, mais avec les bonnes espèces. Là, il faut des spécialistes, des botanistes, et des gens qui savent comment replanter, et il faut varier les espèces. Il ne faut pas faire des kilomètres d'alignement d'une même espèce, c'est complètement stupide. Je vous ai dit qu'il n'y avait aucune publication concernant les Couillas. J'ai tout de même rencontré un linguiste irlandais de Dublin qui a fait une thèse de doctorat sur la langue Couilla, parce qu'ils ont une langue très particulière, et qui n'a jamais été publiée. C'est sous forme de manuscrit, mais j'ai le manuscrit chez moi. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais vous êtes irlandais, votre langue, ce n'est pas le français, comment ça se fait que vous ayez atterri dans ce petit territoire perdu en Côte d'Ivoire, comment vous êtes arrivé là? Il m'a dit, mais c'est mes professeurs de linguistique à Dublin qui m'ont signalé qu'il y avait dans la région du centre de la Côte d'Ivoire un peuple qui parlait une langue tellement étrange que c'était une des langues les plus incroyables qu'on connaissait en Afrique et que personne ne l'avait jamais étudiée. Et c'est ce qui l'a poussé à faire une thèse de doctorat. Donc, lorsqu'on est chez les Couillas, moi j'ai essayé d'apprendre leur langue. Aujourd'hui, je ne sais même pas dire correctement bonjour, parce qu'il y a 12 manières différentes de dire bonjour, si c'est le matin, midi ou le soir, si c'est une dame, un homme, si c'est un enfant, si c'est un couple, si c'est 2 hommes, si c'est 4 femmes, c'est chaque fois un autre mot, quoi. Alors, chaque fois que j'essayais de leur dire bonjour, ils étaient morts de rire, parce que chaque fois, il y avait une petite astuce et je me trompais, quoi. Alors, entre eux, c'est très pratique, parce que les Couillas, ils parlent uniquement entre eux, cette langue, mais ils comprennent très bien le gouro, ils comprennent le bété, ils comprennent les langues environnantes et ils communiquent avec les populations voisines, mais tous les voisins sont incapables de comprendre un mot Couilla. C'est une langue absolument unique, on a de la peine à comprendre, disons, l'origine, comment elle s'est formée. Donc effectivement, c'est une ethnie particulière unique qui est caractérisée par la langue. Et c'est une des 66 ethnies, quoi. Alors, autre chose qui peut intéresser les gens des musées, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun objet Couilla dans la collection Barbier-Muller, aucun objet Couilla au Quai Branly, aucun objet Couilla dans tous les plus grands musées africanistes de Bruxelles, de Washington ou d'ailleurs? Ça n'est un objet Couilla dans un musée, si vous en trouvez une fois un, il faut me le signaler tout de suite parce que moi je n'en connais aucun. Et lorsque j'ai posé la question à des ethnologues, pourquoi est-ce qu'il n'y avait rien, moi je vois 2 raisons. Tout d'abord, c'est que jusque dans les années 1950, ce petit territoire a été très isolé des voies commerciales et des routes. Tout le monde passait, il y avait les grands axes vers Bouaké, vers Séguéla, vers Mans, et c'est une région qui est restée très très isolée pendant très longtemps, puisque la première piste a été créée en 1958, je vous l'ai dit, donc c'est tout récent, quoi.
Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont jamais eu de masque traditionnel, ils n'ont jamais eu de statuaire ou d'artisan comme on a chez les Baoulés, chez les Gouraud, qui sont des artistes exceptionnels, quoi. Alors ça n'a pas intéressé les ethnologues, d'une part parce qu'ils étaient isolés, d'autre part parce qu'ils n'avaient pas d'œuvres artistiques intéressantes pour les musées. C'est quand même fou, on a complètement oublié toute une population parce qu'il n'y avait pas, disons, de véritables, je ne vais pas dire, il y avait certainement des artistes, mais qui n'étaient pas reconnus sur le plan occidental. Alors le 100% donc, des habitants sont des planteurs de cacao, de café. Les femmes s'occupent du matin au soir, elles travaillent depuis le lever du jour jusqu'à la nuit, elles travaillent, mais comme pratiquement toutes les Africaines, pour faire vivre la famille, c'est-à-dire pour cultiver les cultures vivrières, pour préparer les repas, pour aller chercher de l'eau, chercher du bois, etc. C'est elles qui travaillent le plus. Donc ils ont très peu de temps pour faire de l'artisanat. Alors ceux qui font de l'artisanat, c'est uniquement pendant leur loisir, pendant leur temps libre, en dehors des récoltes. Par exemple, le cacao se cultive, je dirais, 7 mois, 8 mois par année. Et après, il y a une période creuse où ils en profitent pour faire des constructions de maisons, pour retaper leurs cases, etc. Et il y a dans le village très peu d'hommes, je dirais peut-être 1 sur 20, même pas 1 sur 30, qui se livrent à un artisanat en tant qu'amateurs. Donc, ils fabriquent des nattes, ils fabriquent des nasses à poissons, ils fabriquent des outils aussi. Donc, ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment des objets de la vie quotidienne. Et ces gens-là, donc, eh bien, ils gardent ces objets pour eux ou ils les vendent à l'intérieur même du village à différentes familles. Mais c'est un artisanat qui est très localisé, qui ne s'est pas du tout développé. Lorsque j'ai fait mes premiers voyages, j'étais sûr que j'allais trouver des gens qui préparaient des médicaments incroyables à base de fleurs, de plantes, de feuilles qu'ils trouvaient dans la forêt. Et puis, à ma grande stupéfaction, c'est que ils utilisaient uniquement des produits que certains habitants leur ramenaient de pharmacies des villes voisines. C'était même des produits pharmaceutiques suisses, quoi. Alors ça, c'était génial, donc ils voulaient tous ces médicaments-là, mais ils avaient très peu de connaissances sur des produits locaux. Alors, est-ce que ça s'est perdu ou est-ce qu'ils n'ont jamais vraiment utilisé? Et ça a été une expérience, je parlais tout à l'heure de ma femme qui avait été 1 mois entier avec moi pour étudier le cas des femmes. Eh bien, comme elle travaillait à l'époque dans un hôpital à Neuchâtel, elle s'occupait des malades. Elle a été stupéfaite de voir le peu de connaissances que ces gens avaient. Par exemple, il y avait des enfants visiblement sous-alimentés, qui avaient soif visiblement, et ils étaient sous-amangués, sous-amandariniers, et les parents n'avaient pas le réflexe de leur donner des fruits. Alors nous, on leur ouvrait des oranges, on leur faisait boire du jus de mandarine, etc. Et ces enfants, on les voyait revivre après quelques jours, quoi. Mais rien que des vitamines, par exemple vitamine C, c'est comme s'ils n'avaient aucune idée. Et Dieudonné, mon correspondant qui m'a amené dans ce village, qui était infirmier de profession aussi, et qui apportait lui des médicaments, a fait toute une enquête sur le paludisme dans ces villages. C'est ce qu'on appelle la malaria, piqûre d'anophèle de moustique. Et il a questionné 600 personnes, il y a un questionnaire. Et sur les 600 personnes, il n'y en avait même pas 50 qui étaient capables de dire quelle était la cause du paludisme. 9 personnes sur 10 ne savaient même pas que c'était une piqûre d'insecte qui les rendait malades. Donc, moi, ça m'a stupéfait de voir le peu de connaissances médicales qu'il y a. Alors, pour vous donner aussi une idée, je montre dans mon livre un petit hôpital en photo. C'est le seul hôpital pour 5000 habitants. Donc, c'est tous les villages environnants. Donc, il y a un infirmier, un aide-infirmier qui doit s'occuper de 5000 habitants et il n'y a pas de médecin. Donc, si c'est grave, ils doivent les envoyer à la ville voisine et comme il n'y a pas de véhicule, très souvent, ils meurent sur place ou s'ils ont le temps d'attendre, eh bien, on les transporte ailleurs. Mais la situation sanitaire est complètement dramatique. Oui, alors, bien sûr, ils sont animistes comme la plupart des Africains. Et il y a eu, malheureusement, après mes premiers séjours, dans les années 80, il y a eu des missionnaires anglais qui ont passé là. Et personnellement, je trouve ça catastrophique sur la population. Bon, ces missionnaires sont tout contents, tout fous, parce qu'il y a maintenant, dans le village où je suis resté le plus longtemps, il y a 6 églises différentes.
Donc, des sectes, des églises, enfin, d'un peu partout. Alors, il y a des groupes dans le village qui vont d'une église à l'autre, qui cherchent leur religion. Et ces gens-là sont complètement perturbés. Donc, ne serait-ce que pour les enterrements traditionnels que je décris aussi dans le livre, eh bien, lorsque quelqu'un meurt, on fait un trou dans la forêt, on le dépose avec ses habits, ses biens, on referme la tombe, la broussaille repousse, après quelques mois, plus personne ne sait où se trouve le défunt. Depuis que les missionnaires ont passé, alors on les oblige à acheter un cercueil ou à faire construire un cercueil, ce qui est déjà un coût pour eux. Ensuite, on doit aligner les cercueils le long de la route à l'extérieur du village. Et il faut encore en plus entretenir ces tombes. Et ces gens-là, mais vraiment, on sent qu'ils sont complètement déphasés. Ils le font, je ne sais pas, peut-être par croyance naïve aussi un petit peu. Mais alors, ils ont toujours leur double religion. Donc, ça ne les empêche pas d'honorer des esprits, la forêt, les animaux, etc., en parallèle avec les religions. On peut dire qu'ils ont deux religions, une dont ils sont très proches et dont ils ont la foi, et l'autre, c'est plus parce qu'on leur a dit de suivre cette religion-là. Alors ça, c'est le gros drame parce que, je vous ai parlé des écoles tout à l'heure, c'est les 4 premiers niveaux primaires. Ils commencent l'école à 6 ans, à 10 ans, ils quittent l'école. Ils n'ont aucun journaux, ils ne peuvent pas regarder la télévision, ils n'ont pas la radio, ils n'ont absolument rien pour s'informer et s'instruire. Et quand on discute avec des jeunes qui ont 20 ans, par exemple, ils n'ont même plus jamais écrit depuis qu'ils ont quitté l'école. Ils n'ont plus jamais lu parce qu'ils n'ont rien à lire et ils ont pratiquement oublié l'essentiel. Alors c'est vraiment, alors, quand on parle d'analphabétisme, alors on peut dire, bon, quand ils ont 10, 11 ans, ils sortent de l'école, ils savent lire, écrire, ils ont plein d'avenir, et puis tout retombe, et finalement, et la radio, ça serait quelque chose de tellement important, mais même ça, ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, comme la culture de cacao s'est effondrée, tous les jeunes de 20 à 30 ans ne rêvent que d'une chose, c'est de partir. Alors, ils partent, et je pense que 9 sur 10 se retrouvent dans les bidonvilles d'Abidjan. C'est dramatique. Et pour ne pas parler de ceux qui tentent de traverser le Sahara pour aller traverser la Méditerranée. Donc, il y a peut-être 1 ou 2 Kouya de temps en temps sur ces boat people qui essayent de traverser la Méditerranée pour chercher l'Eldorado en Europe. Et même en discutant avec eux, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous croient pas. On leur dit, mais même si vous avez des difficultés chez vous, ne partez pas, rien à faire, hein. C'est plus fort qu'eux, ils partent, quoi.